Salut toi! J'ai demandé sur Instagram il y a quelque temps quelles sont les vidéos YouTube que vous avez plus envie de voir, sans doute ici. Et je me suis rendu compte qu'un type de vidéo qui vous manquait particulièrement et que j'avais arrêté de faire, c'est les vidéos tout le blablabla tarot. En gros, des vidéos où j'allais en profondeur dans les nouveaux jeux que j'avais, la plupart du temps c'est des nouveaux jeux, et je les détaillais carte après carte en vous expliquant aussi ma vision de chacune de ces cartes. L'idée, c'est que ça vous aide à comprendre déjà les cartes de votre jeu si vous avez un jeu similaire. Ça vous aide aussi à avoir une autre vision peut-être de vos jeux, même si vous n'avez pas le jeu que je présente. En fait, ça apporte un autre éclairage. Je trouve que voir les différentes perspectives de chaque auteur sur les cartes de tarot nous permet d'avoir une compréhension plus globale du tarot. Et ça vous permet aussi des fois tout simplement de savoir si vous avez vraiment envie d'acheter tel jeu ou non, tout compte fait, c'est pas votre truc. Donc moi je m'appelle Margot Robert Winterhalter, je suis tarologue et psychopraticienne. Je suis l'auteure que tu vois ici du livre Tarot Pratique et je suis également la créatrice des retraites L'expérience Tarot. Mon rôle à moi, ici sur cette chaîne YouTube et aussi à titre plus large, tu vois, dans mon entreprise, c'est de permettre aux personnes qui sont en développement spirituel et qui sentent qu'elles stagnent dans certains champs de leur vie, à se reconnecter à leurs désirs et à avancer dans leur vie grâce au tarot. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, j'ai développé un modèle de tarot journal sur le logiciel Notion ou Notion. Et ce produit-là, tu vois, mon tarot journal, c'est vraiment parfait pour enrichir ta connaissance sur les cartes elles-mêmes, sur les jeux que tu as, sur les jeux que tu veux acquérir. Je te mets le lien en dessous, mais tu vois ça, si tu as déjà mon tarot journal, tu vas pouvoir mettre en plus dans la signification des cartes ce que je te dis aujourd'hui à propos du jeu que je vais te présenter. Tu pourras aussi enrichir ta connaissance du jeu si tu as conservé la partie sur les jeux en eux-mêmes. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de te montrer un jeu que j'ai depuis assez longtemps maintenant, mine de rien, qui est le True Black Tarot. C'est un jeu que je n'ai jamais montré vraiment dans tous ses détails, mais c'est un des jeux avec lequel je travaille le plus. C'est honnêtement un de mes jeux préférés. Ça a été un jeu coup de cœur dès le départ, dès que je l'ai vu en ligne et dès que je l'ai eu aussi réellement dans les mains. Donc je te présente ça. Donc voilà la bête. Je te montre juste déjà comment il est un peu constitué. Donc on a toutes les cartes. Hop. On a le livret. Il y avait une carte en plus de présentation comme une carte de visite. Et la carte est assez mastoc en carton. J'aime bien ce type de boîte. Je trouve ça hyper pratique. Les cartes en elles-mêmes, elles sont assez épaisses. Très honnêtement, ça ne se déforme pas si vous êtes attentif à la qualité des cartes. Donc c'est de la bonne qualité. Par contre, je ne vais pas le mélanger devant vous parce que là, j'ai besoin qu'elle soit dans l'ordre. Mais ça, c'est un jeu qui est assez adhérent. C'est un petit peu... Et du coup, ça se mélange très mal. Et si par exemple, je cherchais facilement, je sais pas, un 6 de coupe, hop, ben là, il se trouve que je le trouve assez vite parce que le jeu est gentil avec moi aujourd'hui. Mais tu vois, les cartes peinent à se séparer les unes des autres. Et du coup, si tu veux faire un tirage où tu dois étaler, c'est quasiment impossible, honnêtement. Tu vois, si j'essaye de l'étaler, ça va faire un truc comme ça. Je vais vraiment devoir pousser. Donc ça, c'est un des petits torts de ce jeu, à savoir qu'il se mélange assez mal. Donc voilà, ça c'était le petit point technique. Honnêtement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus sur les jeux, de faire une review technique de ce que je dois te dire là-dessus. Ce que je veux te dire au départ, c'est que ce jeu, je l'avais vu au départ sur internet. Je ne sais plus où est-ce que je l'avais vu passer, mais j'avais très envie d'en faire l'acquisition parce que les dessins me parlaient énormément. Et j'ai eu de grosses difficultés pour avoir ce jeu. Donc c'est le jeu que je possède qui a été le plus longtemps regardé et convoité par moi. Il me parlait beaucoup et je n'arrivais pas à l'obtenir. Déjà, en fait, il est conçu par quelqu'un qui s'appelle Edouard Wang et qui avait mis... en fait, il a un site internet et il n'y a que de temps en temps où les ventes étaient ouvertes, où le jeu était réédité et du coup les ventes étaient ouvertes pour ce jeu. Donc je m'étais inscrit à la liste diffusion et je guettais le moment où le jeu serait de nouveau disponible, sachant en plus que le jeu, honnêtement, est très cher. Et en fait, il y a eu une fois où, ça y est, j'ai pu le commander, et donc je l'ai commandé, et je n'ai jamais reçu le jeu. Et du coup, je leur ai envoyé un mot, et ils ont dit qu'effectivement, ma commande avait bien été prise, tout s'était bien passé en ligne, mais en fait, visiblement, la commande n'avait jamais été envoyée pour de bon, et du coup, j'avais loupé ce batch-là, tu vois, ce lot-là qui avait été édité.
Voilà, voilà, voilà. Et du coup, j'ai dû réattendre, je pense, de nouveau bien 6 mois. Et quand il y a de nouveau une réédition, je l'ai commandé. Et cette fois-ci, je l'ai eu, mon Dieu, je l'ai eu. Et j'avais tellement, tellement, tellement attendu d'avoir ce jeu. Je mettais pas mal d'attentes, en fait, sur ce que je pouvais voir, tu vois. Et ça a tout de suite, mais vraiment, vraiment collé, qui en fait, comme je te l'ai dit, un de mes jeux vraiment favoris. Donc ça, c'est le jeu. Il y a 22 arcanes majeures, ça c'est normal, mais il y a une carte surnuméraire dans les arcanes majeures après le monde, c'est la carte Anant, qui est la fin des arcanes majeures. Et ensuite, jeu de tarot classique, il y a des suites tout à fait classiques. Donc, bâton, coupe, épée, épée et denier. Donc là, on retrouve un jeu classique. La seule différence, c'est qu'effectivement, il ne compte pas 78 cartes, mais qu'il en compte 79. Le livret, point sur le livret que j'ai beaucoup aimé. D'habitude, honnêtement, les livrets, je n'y prête pas trop attention. Mais celui-ci, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il y a quelque chose en plus que dans les autres. Alors, ce n'est qu'en anglais, hein. Il y a bien sûr une description de l'image et puis des mots-clés, tu vois, l'étoile, hope, goodwill, guidance, optimism. Donc on a des mots-clés qui sont franchement ceux qu'on retrouve ailleurs, hein. Mais par contre, en fait, il fait une explication de la carte qui est assez classique, mais ce que j'ai adoré et ce que je trouve très rarement dans les autres livrets, c'est qu'est-ce que tu as illustré exactement? C'est l'auteur qui parle. Comment est-ce qu'il a illustré ça? Pourquoi il a illustré ça comme ça? Que veulent dire les dessins en filigrane qu'on trouve derrière? En fait, il y a une explication en plus de pourquoi est-ce qu'il a illustré cette façon. Et je suis souvent assez frustrée par rapport aux livrets qui souvent sont une liste de mots-clés qui décrivent la carte mais qui ne disent pas pourquoi l'auteur, qui est un artiste, a choisi d'illustrer ça de cette façon. Et c'est ça que j'ai trouvé ici. Et souvent, ça donne un éclairage super intéressant sur la carte. À savoir si c'est un jeu que je recommande ou non à des débutants, honnêtement non, je ne le recommande pas spécialement à des débutants parce que on a besoin de... Il y a un petit temps de latence quand on voit la carte pour savoir, mais au fait de quelle carte est-ce qu'il s'agit au juste. Tu vois, je te donne ce 6 d'épée. Alors tu peux compter le nombre d'épées, ça se voit en plus que c'est des épées, mais le 6 c'est marqué, alors je ne sais pas si tu le vois en fait, c'est en noir et c'est en filigrane, c'est gravé en fait, et du coup c'est pas accessible au premier coup d'œil. Là où c'est un peu plus gênant, qu'il n'y ait pas non plus le symbole, tu vois, attends, je vais garder ça dans l'ordre, c'est avec les personnages de la cour. Tu vois ici par exemple, pour le chevalier de coupe, ok, c'est en eau, mais alors il y a chevalier écrit en filigrane ici, mais des fois, on peut hésiter entre est-ce que c'est chevalier d'épée, vu qu'il y a quand même une épée, ou est-ce que c'est vraiment chevalier de coupe. Ici, il se trouve que c'est le chevalier de coupe. Il y a la même hésitation avec la reine d'épée, je te montre, parce que je trouve que les épées de la reine d'épée ressemblent à des bâtons. Tu vois, ici, ça c'est la reine d'épée. Alors, il faut savoir que c'est la reine d'épée parce que c'est pas forcément hyper visible. Et la reine de bâton, elle est nettement plus enflammée. Je te la montre. Elle est ici. Donc, quand tu les as l'une à côté de l'autre, le contraste est facile à faire. Mais si tu tires juste celle-là, c'est pas évident que ce soit forcément la reine d'épée. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai besoin que tu sois avant à l'aise avec un système tarologique déjà bien affirmé avant de pouvoir te mettre à ce jeu. Il y a des fois, c'est pas évident dans quelle suite on se trouve. Je te montre le 4 de bâton aussi. Tu vois, 4 de bâton. Il y a le 3 de bâton aussi, je trouve, qui n'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident de voir qu'on est tout de suite dans une suite de bâtons, étant donné que l'élément eau est tellement présent. Autre chose que je peux te dire sur ce jeu, ce que j'ai adoré. Alors, on dirait qu'il est sombre comme ça. On m'a d'ailleurs demandé, est-ce que c'est pas un jeu trop noir? Alors, la couleur est noire. Oui, la couleur est noire. Mais ceci dit, tu vois, c'est vraiment... Il y a toujours un ray de lumière qui descend d'en haut. Ce qui fait que, oui, la tonalité est noire, mais je trouve pas que ce soit pour autant négatif. Je trouve qu'au contraire, c'est plutôt éclairé. Je trouve que c'est toujours une touche de lumière qui très porteuse d'espoir, par exemple, ou qui ouvre sur tout un petit monde qu'on ne pouvait pas distinguer avant qu'il y ait cette lumière comme ça qui tombe d'en haut. Donc je ne trouve pas que ce soit une énergie, un jeu aux énergies sombres. Et d'ailleurs, si tu es gêné par ce côté très noir, parce qu'il est très noir, même s'il n'est pas négatif ou dark ou spécialement orienté travail de l'ombre, tu vois, sur Kickstarter, Arthur Wang est en train de lancer un nouveau jeu
qui est honnêtement le pendant blanc de celui-ci et qui va s'appeler Éphémère. Je suis vraiment fan. Évidemment, je l'ai commandé, mais il n'est pas encore confectionné, donc je mettrai là aussi vraiment du temps avant de l'avoir, mais j'attends le jeu. Ce que j'aime aussi dans ce jeu-là, c'est qu'en fait, on dirait qu'on est, pour moi, c'est un monde assez aquatique. C'est comme si on était au fond de l'eau et qu'on avait la lumière qui venait d'en haut de la surface de l'eau. Et tous les personnages semblent un peu flotter à quelques très très petites exceptions où on les trouve assis. Mais sinon, c'est à chaque fois détaché du sol, en fait, où on a vraiment une impression de sous l'eau ou dans un bocal, je sais pas, mais je trouve que cette impression de flottement, j'adore. En fait, c'est aussi lié à moi, j'adore passer du temps sous l'eau. Quand je suis à la piscine, étang, lac, mer, je vais sous l'eau. Pour moi, c'est une atmosphère particulière. Pour moi, il y a une ouverture spirituelle qui se fait aussi sous l'eau parce que le fait de retenir sa respiration, je sais pas, pour moi, ça provoque des expansions de pensée ou d'être. Et du coup, j'aime retrouver cette impression d'être sous l'eau, d'être en apnée, d'être dans ce silence aquatique. Donc c'est aussi une des raisons qui font que j'adore ce jeu et c'est un de mes jeux favoris. Je te montre les cartes les unes après les autres. Je vais les faire défiler. Je m'arrête quand j'ai un truc particulier à te dire. Avant ça, je me sers du thé. J'interromps un petit peu la présentation du True Black Tarot parce que j'ai une nouveauté dont je veux te parler et c'est une offre spéciale sur un temps qui va être limité. J'ai créé un pack, un bundle de plusieurs de mes formations qui s'appelle le pack Intuition. On me posait beaucoup de questions du genre comment est-ce que je peux développer mon intuition? Comment savoir si c'est mon intuition qui parle ou si c'est mon mental qui parle ou si ce sont mes peurs qui parlent? Également, comment est-ce que tu lis une carte? Est-ce que c'est selon sa signification traditionnelle, les mots-clés qui y sont associés? Ou bien est-ce que c'est selon la situation et ce que te dit ton intuition? Comment est-ce que tu fais la part des choses entre ces deux choses-là? Tu vois, si tu te poses toutes ces questions-là, j'ai prévu ce pack qui est vraiment à un prix mini par rapport à l'offre de base. Donc c'est quoi les 3 formations qui sont comprises dans ce pack Intuition? Il y a déjà l'initiation au tarot intuitif qui est vraiment le cours pour t'apprendre de A à Z toute l'utilisation du tarot en vraiment venant t'approprier les cartes, en venant t'approprier ton jeu et sans avoir à passer par, tu vois, le par cœur de comment apprendre chaque carte parce que 78 cartes à apprendre par cœur, c'est long. Ensuite, il y a l'atelier que j'ai donné qui s'appelle Interprétation intuitive et qui te donne vraiment plein d'exercices pratiques pour élargir ton sens intuitif et pour pouvoir l'appliquer lors des tirages de tarot. Et le troisième élément que tu vas trouver à l'intérieur de ce pack, c'est l'atelier Le Pendule outil intuitif parce que le pendule pour moi est aussi un incontournable pour vraiment avoir des réponses en oui ou non par rapport à son intuition et c'est un excellent complément par rapport au tirage de tarot que tu peux peut-être déjà faire. Donc tu vois, c'est un petit peu du 3 en 1 autour de ton intuition, autour du développement de ton intuition. Ce sera vraiment à regarder à ton rythme parce qu'une fois que tu as ces cours, tu peux y rester aussi longtemps que tu veux. Si tu veux les consommer que d'ici 1 an, tu les consommeras que d'ici 1 an. Même si, à mon avis, tu en as besoin là, tout de suite. Tu verras, il y a vraiment plein d'exercices pratiques. Ma touche à moi, c'est de mettre un maximum d'exercices pratiques. Je pense que l'apprentissage se fait beaucoup plus par la pratique que par le fait de regarder Margot parler, quoi. Donc avec ça, tu vas ouvrir de plus en plus ton intuition. Tu vas avoir des lectures de tarot beaucoup plus fluides. Et surtout, tu vas honnêtement bluffer tes amis et ta famille avec tes lectures de tarot. Il y aura ce truc, tu vois, on te verra faire et on sera en mode « Mais comment elle fait pour voir tout ça ?» Et c'est super chouette à vivre. Et il y a une date limite, ce n'est disponible que jusqu'au 14 avril 2023. Je te mets le lien en dessous de toute façon. Et j'espère que tu me rejoindras là-bas. Et on continue avec les cartes du True Black. Le fou, qui est un tout petit enfant, qui vient juste d'apprendre à marcher, qui voit encore pas grand-chose parce qu'il a un papillon devant les yeux. Il y a des œufs aussi qui représentent la nouveauté, les colombes pour l'envol. Le magicien, que je trouve magnifique dans sa puissance, et il émerge de quelque chose qui était d'un espèce de monde détruit. Je ne sais pas si tu vois aussi les images en filigrane, il y a une espèce de roue zodiacale qui semble dessinée au-dessus, qu'on retrouve aussi un peu au dos. La grande prêtresse, qui est très enrobée de mystère, et là pour le coup on sent vraiment le silence de la grande prêtresse. On retrouve la grenade qui la symbolise. L'impératrice, qui est la femme productive, la femme féconde, la femme érotique également.
L'empereur est la seule carte de ce jeu sur laquelle je suis vraiment en bug. Alors je suis d'accord, il est royal, il est assis sur son trône, il a les tables de loi, tout ça, il porte la matière aussi, mais je suis désolée, il me semble être assis sur le trône, sur les toilettes, tu vois. Et ça me gêne beaucoup qu'il semble à ce point-là sur les toilettes. Donc j'ai du mal à le prendre au sérieux autant qu'un empereur doit être pris normalement au sérieux. Le pape, avec son texte, son livre de loi. Les amants qui sont liés et qui ont des choix à faire. Ah oui, alors un truc du jeu aussi, c'est que tous les personnages sont des top modèles. Je trouve que les personnages sont tous méga beaux. Alors pour le coup, c'est pas du tout inclusif, body positive, tout ça. Mais j'avoue que je suis particulièrement en amour de ces personnages parfaits, tu vois. Là, nous avons le chariot qui y va, il déménage, il est tout fort, tout fier, et en même temps, il ne voit pas grand-chose. C'est un peu l'aveuglement de la jeunesse, je trouve. Ici, nous avons la force, qui est cette femme qui a su dompter, en tout cas, le serpent. Il n'est pas vraiment mort, il a quand même sa tête qui est relevée, mais il y a ce truc d'être en paix, en tout cas, avec ce serpent. Peut-être s'être battu avec lui, peut-être avoir fait finalement ami-ami avec lui, on ne sait pas trop. On retrouve les symboles aussi, tu vois, à l'infini au-dessus de sa tête. L'ermite, un ermite qui est quand même super sexy, il faut bien dire ce qui est. Mais tu vois, il représente bien cette espèce de monde caché. On retrouve l'élémentaire aussi, tu vois, avec les brins de blé qui poussent. Alors celle-là, elle est aussi un petit peu confusante, on va dire, pour les personnes en tout cas qui débutent en tarot, c'est Destiny. Les cartes, les arcanes majeures ne sont pas numérotées. Donc pour ceux qui ne sont pas OK avec l'inversion force-justice, tu vois, en différence tarot de Marseille, tarot de Rider-Waite, on s'en fiche. Ici, tu peux les mettre comme tu veux parce que justice n'est pas numérotée et force n'est pas numérotée. Tu les mets dans le sens que tu veux, mais Destiny n'est pas non plus numérotée 10. Donc la première fois que tu la vois, tu dis, mais en fait, c'est quelle carte celle-là? Mais une fois que tu as compris que c'est la roue de fortune, j'adore cette illustration. D'être, tu vois, de ce truc qui se tricote, qui fabrique ta propre tête, en même temps que tu ne peux pas comprendre, parce que c'est extrêmement intriqué, tu vois. C'est cette roue du destin qui se file au fil du temps. Je trouve ça, j'adore. Pour moi, c'est une des illustrations les plus parfaites de la roue de fortune. Justice, là aussi, injustice très sexy, il faut bien dire ce qui est, qui pour le coup a tous les attributs de la justice, la balance, le glaive et le fait d'avoir les yeux bandés. Le pendu qui semble dormir, alors pour moi il y a une connotation morbide parce qu'elle me fait penser à la poésie du dormeur du Val, tu vois, d'un homme qu'on croit endormi dans un joli, enfin auprès d'un ruisseau, dans un joli petit champ, et tout compte fait tu te rapproches et tu découvres qu'il est décédé en fin de compte. Donc j'ai du mal à pas y voir quelque chose un peu morbide parce que ouais, je l'assimile à cette poésie, le dormeur du Val. Mais sinon, ça semble quand même effectivement, tu vois, il y a ce truc de trouver la clé dans tes rêves, prendre ce temps de pause nécessaire, prendre le temps de ne plus être tout droit, tu vois. Donc ça peut être aussi vu en très positif, cette carte du pendu. La mort, elle est magnifique, cette carte de la mort, avec le crâne, avec la clé. Et en fait, dans l'explication aussi qui est donnée dans le livret, c'est vraiment conçu comme un passage, tu vois, ce passage de la mort. Tempérance. Alors, elle joue pas avec deux récipients, mais il y a une balle blanche, une balle rouge dans les mains de couleur opposée. C'est aussi un truc, c'est vraiment le yin-yang là-dessus. Le diable, qui est un magnifique hermaphrodite. J'aime beaucoup cette carte du diable, je la trouve très puissante. La tour aussi, d'être coupée en deux, avec l'œil aussi derrière, de pouvoir mieux voir aussi ce qui allait, ce qui n'allait pas. Derrière, on a, alors je ne sais pas si tu le vois, ça m'embête, en filigrane et gravé, on a un petit renard avec des grappes de raisin au-dessus qui rappelle la fable du renard et des raisins, qui est d'avoir convoité et que quand on n'y arrive pas, on met ça sur le compte de mais c'était pas pour moi finalement. La perte de la couronne, la perte des fleurs. L'étoile. L'étoile est aussi une carte que j'aime moins dans ce jeu-là, parce que oui, elle est joyeuse, oui, elle joue avec de l'eau comme dans la vraie carte de l'étoile, on va dire, mais je la trouve très sombre. Je veux dire, comparée par exemple à cette carte de la tour qui est très dorée en fait, ici on est face à une carte qui est quand même noire, et j'ai du mal à y trouver, tu vois, vraiment de la ressource et de l'espoir. La lune est aussi par contre une de mes cartes préférées dans ce jeu de reflets, parce qu'on voit à la fois cette femme qui touche cette espèce de bac d'eau,
Et en même temps, on voit la réflexion de ses doigts vers le bac d'eau au-dessus, avec un symbole lunaire qui est la réflexion, enfin la lumière qui se réfléchit sur le bord de l'eau. Je suis vraiment, vraiment fan de cette illustration, de ce jeu de où est-ce qu'on en est, où est la réalité, qu'est-ce qui est un reflet, qu'est-ce qui est de l'ordre du réel, et ce monde d'illusion en fait. Le soleil danse avec des tournesols. Bon, c'est la joie du soleil. Le jugement, c'est, on a aussi ce truc de oui, tu es jugé, c'est le verdict qui tombe. C'est vraiment cette idée de verdict qui tombe, de soit c'est bien, soit c'est mal. Il porte une blessure christique et une épine, enfin une couronne d'épines christique. Il y a vraiment, je la trouve assez violente, cette carte-là. Et en même temps, elle me plaît bien parce que dans les autres cartes du jugement, j'ai souvent une impression de malaise, de oh, on s'éveille, c'est merveilleux. Et en même temps, on a cette impression de grisaille, de froideur, d'être quand même jugé et ah, d'être pardonné, mais on ne sait pas trop. Ici, c'est clair qu'au moins, elle fait moins semblant, cette carte-là, pour moi. Le monde, cette femme qui danse et qui porte le monde. Il y a des petits poissons aussi autour et des petits papillons. Et enfin, pour clôturer les arcanes majeures, on a la carte Anant, je ne sais pas si tu le vois, mais c'est marqué en filigrane ici en dessous, qui représente l'Ouroboros, un fœtus dedans. C'est vraiment une idée de recommencement et de tout n'est que cercle en fait, tout n'est que infini recommencement. Ça me fait vraiment penser à la fin du film 2000 ans Odyssée de l'espace où l'homme a fini son cycle de vie, le vieillard meurt et tout compte fait se réincarne ou revient sous forme d'un fœtus suspendu dans l'espace qui regarde avec émerveillement la Terre. Il y a vraiment ce truc de fœtus suspendu dans l'espace. Et c'est beau. Donc j'aime bien. D'habitude, j'aime pas trop quand ils rajoutent des cartes dans les jeux tarot, mais là, je suis carrément réconciliée là, sur l'ajout de cartes avec celle-ci. On passe à la suite des bâtons. L'as de bâton, là aussi, tu vois, je trouve que ça se confond un petit peu avec de l'air, avec une plume pour moi qui représente plus l'air, mais c'est bien un as de bâton de commencer à écrire l'histoire de sa vie. Le 2 de bâton qui représente le fait de vouloir conquérir et de s'organiser pour conquérir. Le 3 de bâton qui file droit vers son but et qui va sans doute être gagnant. Tu vois, il veut ce poisson-là. Il est déterminé. C'est une belle carte de détermination pour le coup. Et d'action. Le 4 de bâton, d'habitude, c'est plutôt une carte de festivité, tu vois. Et ici, je trouve que les festivités, c'est une libération, que tout d'un coup, on a brisé ses chaînes. C'est une victoire. Je la trouve assez forte, cette carte-là, par rapport aux autres cartes de bâton qui sont peut-être plus douces, tu vois. Plus, effectivement, on célèbre une victoire, mais on voit bien que c'est temporaire, on voit bien que c'est cyclique. Ici, c'est vraiment un mouvement beaucoup plus fort qui est impliqué ici, qui implique aussi beaucoup moins le sens de la réunion qu'on peut voir dans les autres cartes de bâton. Mais j'aime bien ce truc de libération soudaine. 5 de bâton qui représente souvent la dispute ou le conflit pas grave qui peut se régler ou l'échange d'idées un peu compliqué. Et ça décrit bien le truc. Le 6, celle-là elle me fait rire. C'est le 6 de bâton qui représente normalement une carte de victoire, tu vois, et d'avoir gagné une guerre. Et là c'est vraiment juste le lion qui a réussi à bouffer le missionnaire. Tant mieux pour le lion. Tu vois, il y a un truc, je trouve que c'est très second degré cette carte. On a le 7 de bâton qui est le fait de se tenir debout seul contre tous. Le 8 qui est le passage à l'action, qui est les actions déterminées là aussi. Le 9 qui est le fait de devoir se réfugier, le fait de devoir être méfiant, le fait de devoir se sentir acculé et de devoir se protéger. Elle est très très forte celle-là, plus que dans les autres 9 de bâton je trouve. Ce loup qui est blessé et qui se retrouve coincé... on voit vraiment le chasseur qui avance vers lui, tu vois, et le loup qui n'a pas d'autre choix que d'être sur la défensive. On a le 10 de bâton qui pour le coup est très douce parce que d'habitude ça représente une charge trop lourde pour qu'on puisse entièrement la porter ou une tâche tellement lourde qu'elle nous aveugle. Et ici le fait que ce soit un bousier ou un scarabée, en fait c'est des animaux qui sont censés pousser des trucs très très lourds ou qui sont censés porter des trucs très très lourds et qui le font et c'est ça leur vie en fait. Et je trouve que ça apporte de la légèreté parce que des fois c'est juste ce qu'il faut faire, puis c'est pas si compliqué que ça, et puis ça va nous permettre de bouffer plus tard. Et tu vois, je trouve qu'il y a un truc un peu plus joyeux de mettre ce bousier scarabée là, qui avance avec son poids. Et pour lui c'est ok parce que c'est sa vie qui est comme ça. Ah, peut-être qu'il y a une leçon là-dedans. Est-ce que t'as envie d'avoir une vie comme celle du scarabée qui porte ou pousse de très lourdes charges en permanence? Page de bâton
qui danse avec le feu. Le chevalier de bâton qui va au combat. Je n'aime pas trop le fait qu'il soit retourné. Pour moi, le personnage du chevalier de bâton est censé être quelqu'un d'assez frontal. Et là, je trouve pas qu'on est très frontal. Et il est plus sur la défensive avec son bouclier que dans l'attaque. Moi, je trouve que c'est un attaquant, le chevalier de bâton. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette carte, comme tu peux voir. La reine de bâton qui est passionnée, mystérieuse, hyper féminine. Elle a un petit air de Marilyn Monroe, là, tu vois. Le roi de bâton qui guide, qui sait où il va, qui peut être extrêmement inspirant et qui est super sexy. Ensuite, la suite des coupes. On a l'as de coupe, le fait d'être vraiment dans un truc qui se déverse, de l'eau qui se déverse. Il y a vraiment cette acceptation et cette ouverture ici. Le 2 de coupe qui représente l'amour ou l'amitié ou vraiment la réciprocité, les partenariats. Le fait aussi de pouvoir soi-même se voir en face, de ne pas se faire la guerre ou de ne pas faire la guerre à l'autre. Avec la flèche brisée. Nous avons le 3 de coupe qui est vraiment une célébration et t'entends vraiment le tching que font les verres ici. C'est vraiment convivial. Le 4 de coupe est vraiment une carte de sérénité, de tranquillité. Elle n'a pas l'aspect négatif qu'on peut des fois voir dans certains 4 de coupe qui sont plus le fait de se retrancher, de faire la tête clairement. Ici, c'est moins faire la tête, c'est plus aller chercher sa tranquillité à un moment de ressourcement en lien avec la nature en plus. Le 5 de coupe, effectivement, montre la déception, la tristesse, que quelque chose s'est brisé. Le 6 de coupe représente les joies de l'enfance et l'abondance aussi de l'enfance. Tu vois, il y a des petits bonbons dans les verres, il y a des espèces de petits origamis. Je trouve que l'enfance est bien signifiée ici. Le 7 de coupe représente normalement une carte de tentation avec des coupes où on a trop de choix en fait. Et je trouve que c'est pas mal ça et que c'est fumeux, tu vois, que tout ça n'est qu'illusion. Le 8 de coupe, c'est une carte, alors je l'aime bien honnêtement, puisque déjà le petit poulpe il est absolument adorable, mais c'est comme si, en fait j'ai un peu l'impression j'ai perdu ma maman. Et je retrouve aussi cette impression qu'on a dans le film Finding Nemo, Le Monde de Nemo, où quand ils doivent traverser, tu vois, ce champ de méduses et qu'ils doivent passer plus ou moins en dessous, j'ai un peu cette impression avec ces plantes au-dessus qui sont plus ou moins médusaires. J'ai vraiment cette impression de j'ai perdu ma maman, où je cherche quelqu'un que je n'arrive pas à trouver. Alors que pour moi, d'habitude, le 8 de coupe, c'est plus, je vois que la situation ne marche plus et je décide de poursuivre d'une autre façon ou de poursuivre ailleurs. Je le perçois moins comme une menace, tu vois. Ici, je trouve que c'est menaçant, il est tout petit tout seul et puis il y a des paires d'yeux qui le guignent là dans le noir. Je ne sais pas si cette carte ressemble vraiment à celle qu'on trouve normalement dans les jeux de Rider-Waite-Smith. Le 9, qui est une carte de plaisir, qui est une carte d'être récompensé, qui est une carte de bonheur, qui est une carte de peut-être de fierté, des fois un peu mal placée, mais c'est une carte de souhait exaucé et d'être tranquille. C'est être enfin tranquille, je trouve, sur cette carte. Et enfin, le 10, qui représente clairement une idée de mariage, de réunion et d'aspiration aussi, d'ascension peut-être spirituelle. Le page de coupe, qui est le personnage le plus peut-être gentil, doudou, dans l'acceptation, dans le non-jugement, dans la sensibilité de tout le jeu de tarot. Et d'ailleurs, il prend soin d'un petit lapin, comme tu peux voir. Le chevalier est prêt à offrir son cœur. Il y a vraiment cette position d'extrême ouverture et de générosité. La reine est peut-être un peu plus dans son... Tu vois, elle est plus enveloppée. Il y a plus ses cheveux qui barrent ses yeux. Elle est plus dans son monde à elle. Il y a plus ce truc de don intuitif, de je n'ai pas besoin de voir les choses en face. Avec le roi de coupe, on est là aussi sur une position d'extrême ouverture, d'accueil. De tenir des verres aussi, tu vois, il y a quelque chose de je t'offre. Donc on est vraiment sur une posture très très ouverte ici. On arrive sur les épées. Là aussi, je trouve que l'épée est très feu, tu vois, dans ses symboles. Mais ce n'est pas un bâton, c'est bien une épée. Donc on est bien sûr de l'as d'épée, la décision. Le 2 d'épée, on ne sait pas si ce qu'on a décidé, c'était franchement la meilleure chose à faire. J'ai l'impression d'être un peu brisée dans son élan parce qu'on a reçu une mauvaise nouvelle. Le 3 d'épée qui est la blessure et le fait d'être toujours en vie et de pouvoir vivre malgré nos blessures. Le 4 d'épée est une carte, tu vois, on a rangé les lames, elles sont tournées vers le bas, vers quelque chose qui est plus tranquille. C'est un truc de ok, j'accepte
de la fermer pour une fois. J'accepte de baisser ma garde pour une fois. Il y a un truc de ranger son couteau, tu vois, pour un temps. Le 5 d'épée, par contre, n'est pas de ranger mon couteau, c'est je suis fière, ce qui me permet d'enchaîner ou de profiter de tous ceux sur qui je suis dominant. Nous avons ici un 6 d'épée qui est une carte de départ, qui est une carte peut-être de défaite parce qu'on s'en va parce qu'on a été défait. Le 7 qui est une carte de stratégie, de voile, on a dissimulé des choses. Et ici, je trouve que plus que dans les autres cartes de 7 d'épée, on a une notion de danger, tu vois. Ça va tomber sur toi là. Et d'autre part, il y a d'autres choses, enfin d'autres épées qui viennent griffer le drap. Donc tu as fait des dissimulations, c'était peut-être pas la meilleure idée. Nous avons un 8 d'épée qui d'habitude est une carte d'emprisonnement et de libération possible, que je trouve moins ici. Alors effectivement, on a cette idée d'être encerclé et que la libération est possible parce qu'on voit que certaines des épées commencent à être dégagées. Pour moi, c'est je commence à me libérer, je commence à prendre conscience que je peux être autre chose que encerclé. On a le 9 d'épée qui est souvent une carte de cauchemar, de harcèlement, de victimisation mentale un petit peu, et qui est bien représentée ici. C'est comme si on a transpercé le lapin, mais c'est pas vraiment vrai parce que ce qui jaillit de lui, ce n'est pas du sang, ce sont des pétales de rose. Et ça fait quand même mal. Et le 10 d'épée, qui est une carte d'être victime, d'avoir connu le pire. Et effectivement, tu vois tous ces petits oiseaux empalés sur les épées. Mais d'un autre côté, le jour se lève, il y a un beau lendemain qui nous est promis. Pour les personnages de la cour du monde des épées, le page d'épée, qui là aussi je trouve que c'est une carte forte de décision, une carte forte de je décide de me battre peut-être sans doute pour une cause, je décide aussi peut-être dans une certaine mesure de me sortir d'un certain bourbier. Elle est pas mal 8 d'épée je trouve cette carte là, dans sa philosophie tu vois. Le chevalier d'épée, je trouve qu'il est trop sur la défensive parce qu'il est complètement en armure sur le coup. Et il y a ce truc de ouais, je vais leur dire ce que je pense, mais en même temps, je suis très 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 protégée parce que il est très sur la méfiance. La reine d'épée, là pour le coup, elle est dans une posture très 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 ouverte comparée, tu vois, à la reine de coupe qu'on a vue tout à l'heure. Et elle est prête à, pour moi, c'est vraiment une carte de vérité notamment, de dire la vérité. Et le roi d'épée, il est plus dans pour le coup, souvent je fais un parallèle entre roi d'épée et la carte de la justice. Je trouve que c'est des cartes quand même assez voisines et parentes. Il y a ce truc de je décide. C'est peut-être dur. Tu vois, je regarde pas forcément frontalement les gens, je suis peut-être moins dans l'ouverture, mais je fais ce qui est juste en arrière-plan, quoi qu'il arrive. On arrive sur les deniers, avec l'as de denier qui est une promesse de construction très forte. Une promesse de réussite dorée. Hein. Elles sont très dorées, les cartes de denier. Du coup, elles sont assez joyeuses dans leur tonalité, je trouve. Et tu verras, les personnages de denier, je les aime bien parce que c'est parmi les seuls où tu vois qu'il y a vraiment un truc très ancré par terre comparé aux autres qui sont plus flottants. Le 2 de denier qui est une question d'équilibre. Le 3 de denier qui est une question de construction en équipe. Tu vois, il y a vraiment versé, il y a vraiment le chêne qui grandit, il y a vraiment les semailles. Le 4 de denier qui est une carte d'économie ou de garder pour soi et qu'on voit que quand on garde trop pour soi, quand on ne laisse pas le flux se faire, ça se sclérose un petit peu, ça se pourrit un petit peu. Le 5 de denier qui est bien une carte de pauvreté, de panier percé. Le 6 de denier qui est une carte de don et qui est une carte d'être là, notamment pour les autres. Et je trouve que ça montre aussi les dangers qu'il y a à effectivement trop donner parce que, tu vois, là on donne et c'est très beau et c'est presque donner une leçon, tu vois, être maître. Mais d'un autre côté, ça repose sur quelque chose qui finit par complètement moisir, pourrir, être un peu cassé et effritable, qui fait que si tu passes que ton temps à être là-dedans, tu finiras sans doute par dépérir à la base. Nous avons le 7 de denier qui est une carte de on fait les comptes. Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas? Qu'est-ce qu'on a gagné au final avec ça? C'est une carte de contrat aussi, tu vois. Le 8 de denier qui est une carte d'apprentissage et de travail. Tu bosses avec ton marteau, tu vas récolter des petits sous. Le 9 qui est une carte d'abondance et de tranquillité, notamment financière. Et de beauté aussi, tu vois, je trouve que c'est dans les jeux de tarot, c'est souvent une femme qui est très 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 bien habillée. Et là, c'est représenté. Les vêtements, je trouve, sont représentés avec le pelage là du serval et là le voile très brillant.
le 10 de denier, qui est une carte de réunion, de richesse, de construction familiale aussi. Et je trouve qu'il y a vraiment ce symbole de l'éléphant qui est du, tu vois, je vois vraiment c'est du lourd. Tu vois, c'est inamovible, c'est là. Et en même temps, c'est très joyeux. Et personnage de la cour. On a le page de denier qui apprend à aller cueillir, même ce qui est un petit peu inaccessible au départ. On a le chevalier. Il me fait beaucoup rire ce chevalier de denier parce que, tu vois, c'est ouais, j'y vais, je suis prêt, je fais le boulot. Bon, j'ai fait la première étape. Bon, maintenant, c'est quoi la deuxième étape? Et puis, il prend un bouquin et il bouquine, tu vois. Il y a vraiment ce truc de suivre les instructions, faire ce qu'il faut dans l'ordre et peut-être d'être un petit peu benet, je le trouve un peu benet, tu vois, avec son casque qui lui écrase la figure, là, et le fait de devoir se référer à un bouquin, il n'est pas très dans l'intuition, le gars, mais j'aime beaucoup son côté très, un peu scolaire. La reine de denier, qui est vraiment dans son abondance, là, pour le coup, dans son côté nourricier également, et le roi de denier, qui est là pour pouvoir à tout, qui est là aussi pour littéralement faire le boulot, qui est pour porter les projets. Et c'est fini! Je suis curieuse de savoir ce que t'en penses, du coup. J'arrête avec cette vidéo. Dis-moi si c'est un jeu, du coup, que tu comptes acheter, si tu l'aimes, si tu ne l'aimes pas, s'il te semble trop compliqué, si au contraire, il te semble à toi très très simple et du premier coup d'œil, ça match à fond la caisse. Dis-moi ce que ça t'a apporté. Je suis toujours curieuse d'avoir tes retours. Je te souhaite une excellente journée, une bonne découverte de tes propres jeux. À tout bientôt.